suis admirative de la qualité de la mobilisation du personnel infirmier dans ce congrès. Bravo. Alors, mon sujet, c'est les traitements classiques donc, de l'arrêt cardiaque. Donc, c'est basé sur les recommandations 2010 qui sont revues tous les 5 ans. Et je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, comme vous l'a dit Patrick, les médicaments, c'est d'abord une voie d'abord. Et effectivement, la voie endotrachéale est définitivement abandonnée. C'est la voie intra-osseuse. On a différents matériels qui nous permettent de mettre des voies intra-osseuses. La plus simple pour nous est celle-ci. Ça ressemble à une perceuse. Et c'est simple à mettre en place, c'est simple à apprendre. Et ça marche bien pour l'administration et des catécholamines et des médicaments en général et des solutés de perfusion. Alors, un petit peu provocatrice, est-ce qu'il faut encore, en 2014, mettre des médicaments dans l'arrêt cardiaque? Pourquoi je pose cette question provocatrice? C'est qu'il y a des études qui ont essayé de démontrer que dans l'arrêt cardiaque, il ne faut plus mettre de médicaments. Et dans l'étude du JAMA 2009, une étude norvégienne, ils ont fait une étude prospective randomisée où ils ont, alors leur problématique, c'est donc des paramédics, c'est tout le temps que l'on met à poser la voie veineuse et du temps d'interruption du massage cardiaque. Et donc ce temps, c'est pas le médicament particulièrement qui est toxique, mais plutôt le fait que d'interrompre le massage cardiaque pour poser la voie veineuse. Des gens qui ne sont pas d'une culture où ils ont passé 3 ans, 4 ans en hospitalier, mais donc une formation de paramédics, ça peut être délétère dans l'arrêt cardiaque. Donc ils ont regardé sans donc randomisé, sans médicaments, donc sans voie veineuse, et avec voie veineuse et médicaments. Alors les deux populations étaient strictement comparables, sauf bien sûr sur l'administration de médicaments et petite différence quand même sur le nombre de chocs et la durée de la réanimation dans les deux populations. Et qu'est-ce qu'ils observent en termes de survie, enfin de récupération? Clairement, dans le groupe où il y a une voie veineuse et ils administrent les médicaments, donc les antiarythmiques et l'adrénaline, il y a une meilleure récupération sur site et un taux de survie à l'admission à l'hôpital plus important. En revanche, il n'y a pas de différence en termes de survie à 1 an des patients et il n'y a pas de différence non plus en termes de meilleur pronostic neurologique. Donc faut-il ou ne faut-il pas continuer à faire des catécholamines et des médicaments antiarythmiques? Alors, ils disent quand même eux-mêmes, et ça c'est vrai, également que ce soit sur la FV ou la non-FV, quand ils sont en tachycardie ventriculaire ou TV sans pouls, il n'y a aucune différence, y compris sur la récupération immédiate. Cette différence, elle existe plutôt pour les rythmes sans pouls ou la systolie. Et vous voyez que c'est essentiellement donc sur la récupération immédiate, l'admission vivant à l'hôpital et beaucoup moins sur la survie à la sortie de l'hôpital. Alors, mais les auteurs disent quand même qu'il y a un certain nombre de limites, et c'est eux-mêmes qui le pointent. C'est une durée d'étude qui a duré plus de 5 ans. Et donc, c'est long dans le traitement de l'arrêt cardiaque. C'est monocentrique, il n'y a pas d'aveugle. Ceux qui analysaient les datas savaient quel traitement avait été administré. Il n'y a pas d'évaluation de la qualité de la réanimation cardiopulmonaire de base et ils n'avaient pas d'infos sur le délai d'administration des drogues par rapport à la réanimation cardiopulmonaire de base et surtout la durée d'interruption du massage pour poser cette voie veineuse. Et puis ils disent aussi que c'est impossible de conclure parce que la population était insuffisante pour conclure. Alors, ce n'est pas la seule équipe qui a travaillé sur le sujet. Il y a l'équipe de Jacob en Australie qui a fait une étude là également randomisée en aveugle. Plus de 4000 patients qui étaient inclus, mais il y a énormément d'inclusions, je vais y revenir. Les deux populations étaient comparables, sauf sur le fait qu'il y avait plus de patients dans le groupe placebo qui avaient eu un témoin. Et qu'est-ce qu'on observe en termes d'outcome, donc de survie? Il y a une meilleure survie, une meilleure récupération d'activité cardiaque spontanée, une meilleure admission à l'hôpital, et là encore, aucun effet sur la survie à la sortie de l'hôpital ou sur le pronostic neurologique.
Et c'est vrai que ce soit pour l'AFV, que ce soit pour les rythmes non choquables. Sur les rythmes non choquables, ils ne pouvaient pas vraiment évaluer sur la survie à l'hôpital s'il n'y avait pas une population suffisante. Et là encore, il y a des limites de l'étude qui sont décrites dans le truc. C'était une étude qui était prévue pour être multicentrique, mais que finalement elle a été monocentrique. Et il y a énormément d'exclusions. 4000 patients inclus, finalement il y en a 1500 qui ont une réanimation cardiopulmonaire. Et parmi ces 1500, en fait finalement il y en a que 535 analysés. Ça fait 66% des exclusions. Et clairement, cette étude était designée pour être du multicentrique avec plus de 2000 patients pour démontrer une efficacité avec une puissance suffisante, plus de 2000 patients par groupe, et en fait, ils en obtiennent 550. Et ils expliquent pourquoi, en fait, ils n'ont pas pu mener l'étude à bien, c'est qu'il y a eu énormément de réticences, notamment sur une question éthique et sur les politiques qui s'en sont mêlées, qui fait que sur les 5 centres qui étaient prévus, finalement, il n'y en a qu'un seul qui a inclus, et donc ils n'ont pas réussi à obtenir le nombre de patients suffisant pour démontrer. Et dans leur conclusion, l'adrénaline améliore de façon significative la récupération de l'activité cardiaque spontanée, mais pas la survie à la sortie de l'hôpital, et que finalement il y a besoin d'études plus solides pour pouvoir conclure sur ce sujet. Et puis un registre japonais, alors là il y a l'effectif qu'il faut, 431 900 patients, c'est difficile de faire mieux quand même. Finalement, donc dans l'analyse, il y en a 417 qui sont analysés, il y en a 15 000 qui reçoivent l'épinéphrine, 402 qui n'en reçoivent pas. Il n'y a pas de différence entre les deux groupes sont strictement comparables, et ils observent que finalement il y a une amélioration là aussi de la survie initiale et de l'admission à l'hôpital. En revanche, pas d'amélioration, voire une aggravation sur la survie à la sortie de l'hôpital. Alors, donc, mais ce sont des données des registres, et donc on reste encore un peu dubitatif. Une chose est certaine, c'est si on fait de l'adrénaline, on fait des petites doses d'adrénaline, et c'est la belle étude de Pierre-Yves Gueniot qui avait publié en 1998, où ils avaient comparé 1 mg versus 5 mg. Mais clairement, il n'y a aucun bénéfice à augmenter les doses, et que la préconisation reste de 1 mg avec 2,8% de survie à la sortie. Alors, l'adrénaline, est-ce que c'est le meilleur médicament de l'arrêt cardiaque? On a eu énormément d'espoir en 2008 sur l'association adrénaline-vasopressine, sur les données d'une étude préliminaire qui avait montré que finalement cette association pouvait être bénéfique, notamment dans les rythmes sans pouls. Et là encore, l'équipe de Pierre-Yves Gueniot, l'équipe lyonnaise, une grande étude randomisée française, qui a comparé, donc sur 31 SAMUSMUR, qui a comparé adrénaline versus adrénaline plus vasopressine en randomisé sur l'arrêt cardiaque préhospitalier, et la patatras. Ça ne confirme pas l'étude générale, l'étude Princeps. Il n'y a pas d'amélioration, adrénaline vasopressine versus adrénaline seule. On a même l'impression qu'il y a une tendance plutôt en faveur de l'adrénaline. Et c'est vrai, selon la survie en fonction de tous les critères d'Einstein, on a même l'impression que sur l'arrêt cardiaque devant témoin, l'adrénaline fait mieux que la vasopressine. Donc en conclusion, sur les médicaments en 2014, pour l'instant, il n'y a pas d'argument pour dire qu'il ne faut pas faire de vasopresseurs. Donc les vasopresseurs, oui. L'adrénaline, oui, malgré l'absence d'études vraiment sur adrénaline versus placebo probante. Le plus tôt possible quand c'est la systolie ou un rythme sans pouls. Pas se précipiter sur la fibrillation ventriculaire, parce que ce qui est important dans la fibrillation ventriculaire, c'est pas de poser la voie et de passer l'adrénaline, c'est de choquer. Et donc, ce sera plutôt après le 3e choc sur la fibrillation ventriculaire, la TV, puisque l'important, ça va être de se défibriller et de masser. Par contre, plutôt possible pour la systole et le rythme sans pouls. Et puis, la vasopressine n'est pas une alternative retenue. Pour les autres médicaments, les antiarythmiques, Patrick vous en a parlé, ça va être l'amiodarone qui va être administré donc après le 3e choc en même temps que l'adrénaline et qui pourra être renouvelé une fois. La lidocaïne n'est pas retenue sauf
s'il n'y a pas d'amiodarone. Alors c'est un peu surprenant dans les recommandations qu'on met de ça. Quand on recommande un médicament, faut l'avoir, sinon pas l'intérêt des recommandations. C'est pas le médicament hyper coûteux qui nous empêche de l'acheter. Et puis le magnésium est recommandé uniquement dans l'hypomagnésémie et les torsades de pointe. Il n'y a pas d'indication élargie. Ces recommandations reposent sur des études un peu plus anciennes. Alors la première étude, c'était Kudenchuk qui a regardé l'amiodarone versus placebo, qui avait montré qu'il y avait une amélioration des patients admis vivants à l'hôpital. Par contre, ça ne se retrouvait pas à la sortie de l'hôpital. Il y avait un peu d'hypotension, un peu de bradycardie, mais c'était une étude versus placebo. On a regardé, ensuite, il y a l'équipe de Dorian qui a regardé amiodarone versus lidocaïne, avec une amélioration là aussi importante du pourcentage de patients admis vivants à l'hôpital. Mais là, c'est pareil, pas de survie à la sortie de l'hôpital. Et par contre, il y avait quand même une différence entre le fait qu'on traitait tôt les patients versus les patients qui étaient traités tardivement. Et puis, donc il n'y a pas eu d'études vraiment plus récentes, il y a juste une revue de la littérature qui montre que les antiarythmiques, et c'est l'amiodarone qui fait mieux que la lidocaïne, a un intérêt pour la réanimation initiale, qu'on n'a pas de data très probants sur une survie globale, mais que pour l'instant, pour la survie initiale, ça a un effet positif. Et il le montre, vous voyez là, sur la récupération d'activité cardiaque spontanée, il y a une petite efficacité de l'amiodarone. En revanche, on ne l'a pas pour la lidocaïne. Et par contre, la survie à l'admission, c'est pareil, ça touche quand même le 1. Hein. Et en revanche, pour la survie à la sortie de l'hôpital, il n'y a pas d'efficacité de l'amiodarone. Alors, les médicaments de l'arrêt cardiaque, les autres médicaments, pour répondre à la question de notre collègue là-bas. Donc, l'atropine, définitivement, exit, on ne fait plus. L'alcalinisation n'est pas recommandée, sauf s'il y a une étiologie qui justifie d'un traitement spécifique par une alcalinisation, et c'est le cas de l'hyperkaliémie, c'est le cas de l'acétose métabolique préexistante, parce que l'arrêt cardiaque, ça donne une acidose métabolique, et c'est là des intoxications aux cardiotropes. Et puis, un petit point sur la fibrinolyse. On avait eu des espoirs aussi pas mal sur l'intérêt de la fibrinolyse dans l'arrêt cardiaque. On a démontré une efficacité de la thrombolyse sur l'arrêt cardiaque, sur l'embolie pulmonaire massive. Donc, on s'est dit, la coronaropathie, l'occlusion coronaire, ça devrait faire pareil. Et une étude randomisée française, là encore, dans l'inclusion par les SMUR en France, qui a montré en fait qu'il n'y avait absolument aucun bénéfice à faire de la thrombolyse chez des patients qui étaient plutôt avec une orientation clinique, mais c'était quand même des arrêts cardiaques tout venant sans preuve d'occlusion coronaire. Et il n'y avait pas de bénéfice à faire de la thrombolyse préhospitalière sur l'arrêt cardiaque. Alors en résumé, en 2014, la voie endotrachéale n'est pas recommandée, c'est la voie veineuse périphérique bien sûr et la voie intraveineuse si on n'y arrive pas. Les vasopresseurs, l'adrénaline, oui, la vasopressine, plutôt non. 1 mg dès que possible si c'est la systole, donc le plus tôt possible et toutes les 4 minutes. On ne se précipite pas si c'est la fibrillation ventriculaire et on le fait après le 3e choc. L'amiodarone, oui, après le 3e choc également. Pas de thrombolyse, sauf si c'est un arrêt cardiaque sur embolie pulmonaire et exit définitivement pour l'atropine. Alors, les planches à masser, pour répondre également à la question, on en a 2 à disposition, la Lucas et la bande. Le principe, pourquoi planche à masser? C'est parce qu'on sait que les équipes, quand elles massent, s'épuisent, et elles s'épuisent rapidement au bout de 2 minutes, et que cette sensation de fatigue est ressentie avec retard. Et c'est sans relation ni avec l'âge, ni le sexe, ni le poids, ni la taille, ni la profession, enfin bon, bref. Et que ça permet en plus de défibriller rapidement tout en massant. Alors, les données scientifiques ont été, il y a 2 études qui ont été publiées dans le JAMA en 2006, une qui était observationnelle, donc c'était avec l'autopulse,
excusez-moi, qui avait montré une amélioration, que ce soit en termes de récupération d'activité cardiaque spontanée, d'admis vivants à l'hôpital ou de vivants à la sortie de l'hôpital, avec un pronostic neurologique qui était équivalent. Et puis l'étude multicentrique randomisée qui, elle, n'a pas confirmé les résultats et qui montrait qu'il n'y avait pas d'amélioration de la survie à 4 heures après l'appel. Alors, il y a entre ces deux études un certain nombre de différences. Ce n'est pas le même study design, ce n'est pas le même primary outcome, donc le même élément d'appréciation. Et puis, il y a un certain nombre de facteurs confondants dans l'étude qui font que c'est difficile de conclure sur ces études. Alors, nous, on avait tenté d'évaluer cette planche amassée dans l'arrêt cardiaque préhospitalier où on posait des artères sanglantes per arrêt cardiaque pour évaluer l'efficacité de la planche sur la pression artérielle, notamment diastolique, puisque vous savez que c'est celle qui permet de perfuser le cœur, et donc sur 30 patients, c'est une étude qu'on a fait avec Larry Boisière, avec Patrick Plaisant, où 30 patients ont eu une pression artérielle sanglante per massage, et on faisait avant planche et après planche. Et on a observé une amélioration, donc il y a eu une impression des courbes, et on a digitalisé les courbes et calculé toutes les pressions. Je vous passe les détails du calcul. On a observé une amélioration de la pression artérielle diastolique, de la pression artérielle systolique et de la pression artérielle moyenne, qui nous donnait plutôt une indication sur le fait qu'on fait mieux lorsqu'on a la planche en termes de qualité de pression de perfusion coronaire que sans la planche. Ceci dit, l'étude n'était pas designée pour démontrer une efficacité en termes de mortalité. Mais il y a quand même des limites à l'utilisation de ces planches, et des limites parce que ça entraîne un hémodiastine, ça peut entraîner un hématome du foie, et que ce n'est pas complètement anodin, et que pour l'utiliser de façon large, il faut avoir quand même des preuves scientifiques. Il y a une étude randomisée qui a été lancée en 2009, donc randomisée avec planche ou sans planche, dont on attend les résultats. L'étude est finie. Il ne semble pas qu'il y ait d'effets bénéfiques en termes de mortalité l'utilisation de ces planches, mais l'étude n'étant pas publiée, on ne peut pas le savoir. Ceci dit, le groupe contrôle était un groupe extrêmement bien formé, régulièrement suivi par rapport aux formations habituelles, et donc ces comparaisons planche versus des gens extrêmement bien formés. Alors, en attendant les résultats de cette étude, les indications de la planche, on n'a pas d'argument pour dire qu'il faut le recommander en routine, et en particulier pour le Basic Life Support, il n'y a pas de data qui permettent de dire qu'on peut l'utiliser en Basic Life Support. Dans l'Advanced Life Support, clairement, ça peut être utilisé lorsqu'on a un arrêt cardiaque réfractaire, lorsqu'on a besoin de transporter le patient en arrêt cardiaque vers l'hôpital, parce que dans le brancardage, dans les étages, l'ascenseur, tout ça, le massage cardiaque manuel, c'est quand même pas évident et super efficace. Lorsqu'on veut faire une thérapeutique d'exception, et c'est particulièrement le cas pour la circulation extracorporelle, ou en vue d'un prélèvement d'organes à cœur arrêté, si on considère que le patient est mort. Et puis, il y a une technique que vous pouvez voir arriver en réanimation des patients qui ne sont pas ventilés avec la sonde de Boussignac qui permet une administration continue d'oxygène à travers cette sonde. Alors, ça permet d'avoir une meilleure récupération d'activité cardiaque spontanée, et surtout une étude réalisée par le SMUR de Mondor, Catherine Bertrand, qui avait montré qu'en mettant la Boussignac versus la ventilation manuelle, on améliorait l'oxygénation des patients. Voilà. J'ajouterais simplement qu'il ne faut pas oublier les causes réversibles. Dans les traitements classiques, les causes réversibles de l'arrêt cardiaque, en particulier le pneumothorax, l'hyperkaliémie, les intoxications médicamenteuses, tout ça sont des causes réversibles de l'arrêt cardiaque. Et je terminerai sur l'importance, vraiment l'importance de tous les maillons de la chaîne de survie, et en particulier des 3 premiers, où on sait qu'en réanimation, on est assez rodé dans la détection et la qualité du massage, mais en revanche, dans les étages, c'est moins le cas, et que c'est de notre rôle
de former nos collègues à l'intérieur de l'hôpital, de favoriser les formations FGSU. On a des directeurs qui parfois sont un peu réticents parce que tout ça, ça coûte. Il faut absolument être proactif, incisif pour former l'ensemble du personnel paramédical de l'établissement à la détection et la réanimation précoce, parce que si on veut sauver des vies, eh ben, ça va être ces 3-4 premiers maillons de la chaîne de survie qui vont être importants. Et je terminerai sur le dernier maillon. Lorsque on active ce dernier maillon et qu'on favorise la mise en place de l'hypothermie, de la choro systématique, tout ça, on améliore la survie des patients. Je vous remercie de votre attention.